Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 24 avril 2021. Alors hier soir, j'évoquais pour vous, devant vous, les figures de libraires-éditeurs, de libraires-écrivains, de libraires-poètes. Ils ne sont pas si nombreux qu'on ne peut pas les passer sous silence. Et sans doute, il y aurait des études plus poussées pour établir le lien entre l'écriture et l'activité de libraire. Évidemment, les cas sont multiples. Le métier de libraire lui-même a évolué, mais ce qu'on a remarqué pendant cette pandémie, c'est à quel point la figure du libraire est devenue assez importante dans notre société. Personnellement, je n'avais jamais vu cela. On interroge les libraires, ils sont l'objet d'articles, il y a des débats à savoir si on doit les fermer, est-ce que c'est un service essentiel, on l'a vu en France. Ici au Québec, la fameuse liste de François Legault, premier ministre du Québec, a été l'objet d'un débat passionné à cause de certains auteurs qu'on y retrouvait. Et, et à Montréal même, plusieurs librairies d'occasion et de livres neufs sont sur le point d'ouvrir ou ont ouvert il y a à peine quelques mois. Alors, il y a des libraires qui ont fait école. La, la figure du libraire est, est en hausse. Alors, on s'en réjouit, naturellement, on s'en réjouit. Personnellement, je n'aurais pas aimé penser être le dernier des Mohicans. Bon. Alors, ceci étant dit, je vous invite à aller, à continuer d'encourager vos libraires préférés. N'est-ce pas curieux aussi, on dit mon libraire. Alors, il y a une appropriation, hein, c'est mon libraire. Alors, ça pourrait être le nom d'une librairie, ça. Mon libraire, n'est-ce pas? Hein? Ouais, monlibraire.ca. Bon. D'accord. Euh, oui, donc, j'évoquais devant vous et pour vous, donc, ces figures-là. Alors, j'en ai profité pour vous montrer deux livres. Un, je vais vous lire un petit court poème. Elle va être courte ce soir parce que la journée d'aujourd'hui et celle d'hier ont été des journées extrêmement occupées. C'est samedi soir. Fabienne et moi, on s'est fait un vin et fromage et il me tarde d'aller la retrouver, n'est-ce pas? Et elle a écrit sur sa plateforme Facebook, elle a invité les gens qui suivent ses activités. Allez écouter sa vidéo, peut-être il est bourré. Mais 2 verres de rosé avec des glaçons, je pense que ça m'en prend plus que ça. Alors, premier livre que je vais vous montrer, qui est une pièce qui n'est pas d'une valeur inestimable, mais pour laquelle j'ai un attachement sentimental, et vous allez comprendre pourquoi. C'est Shakespeare and Company, la fameuse euh, autobiographie intellectuelle de Sylvia Beach, fondatrice de la Shakespeare Co. et éditrice de Ulysse. Ça, je vais en venir. Je vais y venir. Mais je vais vous montrer. Elle a une particularité. Il a une particularité, ce livre, c'est qu'il est autographié. Tenez, je vous le montre. Je vous le montre à l'écran. Ah ouais, n'est-ce pas? Qui est cette fameuse Louise Varèse? Hein? Bon, vous avez compris tout de suite, c'était la femme du compositeur Edgar Varèse. Mais elle n'était pas que cela aussi, Louise Varèse. Elle était son premier mari, dont le nom m'échappe, je pense que c'est Norton. C'est une Américaine qui est morte, qui est née au début du siècle et qui est morte à presque centenaire. Et là où, outre, parce qu'elle avait une activité intellectuelle, elle a traduit Simenon, Stendhal, donc c'est une francophile, forcément, mais surtout, ça a été une amie très proche de Marcel Duchamp, dont le célèbre urinoir, qui est l'acte de naissance de l'art moderne,
Eh bien, elle l'a défendu. Elle a écrit quelques textes portant à la défense de Marcel Duchamp. Ce qui n'est pas rien. Alors, vous imaginez la rencontre avec Sylvia Beach et Louise Varese. Il va faire. Alors, dans quelles circonstances elles se sont rencontrées? Le livre a été publié. La première édition a été publiée en 56 et la deuxième en 59. Et voilà. Alors donc, elle était tout à fait vivante. Alors elle a pu donc lui autographier ce livre. Et comment ce livre-là s'est retrouvé à Montréal? Ça, c'est plutôt énigmatique. Est-ce que c'est parce que les livres ont des destinées extrêmement mystérieuses, à l'instar des êtres humains? Alors, comment ce livre s'est retrouvé à Montréal? Je me souviens pas tellement bien. Et puis, comme je vous ai raconté hier, je n'avais pas réalisé que le livre était autographié quand je m'en suis porté acquéreur. C'est une fois rendu chez moi, euh, peut-être même avais-je envie de le proposer à la vente, quoique vous avez compris que les mémoires de libraire, tout ça, ça, sans doute, le jour où je vais commencer à me... ben, non pas me débarrasser de ma bibliothèque, mais je vais la réduire. Sans doute, il va rester ce que j'appelle la dernière bibliothèque. Ça peut sembler curieux. Même cette dernière bibliothèque-là, elle n'est pas l'objet d'un fantasme, parce qu'on ne peut pas fantasmer. Mais quoi qu'on peut fantasmer, ouais. La bibliofantasmagorie. On peut fantasmer donc sur une bibliothèque, mais je sais elle va être très limitée. Sans doute, je vais conserver les livres sur les libraires, les livres sur les bibliothèques, et la centaine de titres qui, au fond, ont vraiment compté pour moi. Mais sans titre, c'est le noyau dur. Mais l'espace est vaste. Et le noyau dur, ben, il est incandescent. Il est, euh, il est extrêmement significatif. Ça peut se résumer, oui, je vous dis sans titre, mais c'est peut-être moins que ça. Les livres qui ont été vraiment importants dans mon parcours intellectuel, ça ne doit pas dépasser la trentaine de titres, au fond. Mais on est des êtres de désir, on est des êtres superficiels, on aime les digressions, on aime le flafla, on aime le spectacle, autrement dit. Et on aime aussi, on aime découvrir, on aime s'aventurer, on aime se perdre, hein, aussi. La biblio, euh, la biblio-cartographie, hein, la biblionomadisme. En fait, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut avec ça, finalement. Alors donc, mais me semble un souvenir lointain d'avoir acheté ce livre chez une dame à Côte-des-Neiges qui avait subi un AVC et qui avait appris qui avait réappris l'usage de la parole, l'usage de la lecture. Et l'appartement, pas énormément de livres, mais des reproductions sur les murs de peintres abstraits, si ma mémoire est bonne. Et la dame était plutôt sympathique. J'avais pris un bon moment parce que ça, c'est aussi ça, l'art de... Nous ne sommes pas sommes pas des plombiers ni des électriciens. Le small talk, parfois, est tout simplement impossible quand on a affaire à des gens qui vendent eux-mêmes leur bibliothèque et qu'on peut deviner, pressentir que ça correspond à un acte important pour eux. Ce n'est pas... on ne se défait pas de sa bibliothèque impunément. Alors, il y a une sorte de délicatesse. Il faut y mettre les formes. Et parfois, on se retrouve avec des gens avec qui on partage des intérêts communs, une sensibilité voisine. Même,
on peut même se comprendre parfois à demi-mot par les intercesseurs silencieux que sont le dos des livres alignés sur les tablettes. Alors, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est pas... Puis des fois, ça peut aller loin, hein. J'ai raconté Anatole, hein, la fameuse histoire d'Anatole qui avait une correspondance avec le poète belge William Clift. Il m'avait montré les lettres, j'avais pas eu l'outrecuidance, je suis quand même bien élevé, j'avais pas eu le culot de lui demander si je pouvais les lire ou au moins les parcourir. Je suis resté interdit devant les lettres manuscrites de William Cliff. Et j'avais trouvé ça assez extraordinaire. Hein. J'avais raconté ça. J'avais passé 2 jours chez lui. On avait dîné ensemble. Il y avait une extraordinaire bibliothèque qui avait été rapportée par le grand-père de sa femme, qui était proche des milieux anarchistes et socialistes à Bruxelles. Alors, j'ai toujours d'ailleurs une première édition de Proudhon, de la propriété, publiée chez... Je ne sais pas si je l'ai déjà montré dans une vidéo, sans doute, ouais. Publiée sur les presses de Proudhon, qui est toujours là, qui est toujours à la vente. C'est pas à la vente, mais bon, c'est pas grave, c'est pas plus grave qu'il faut. C'est pas... Même, j'avais un confrère, quand il vendait un livreur, il pleurait, parce qu'il savait qu'il reverrait jamais ce livre-là. Ça, pour moi, même, je me moquais un peu de lui, mais il y a quelque chose là-dedans aussi. Hein? Tant que les livres sont pas vendus, ils nous appartiennent. Hein? Mais parfois, il y a certains livres, on les voit partir... Même surtout dans certains cas, quand on a été longtemps avec eux. Hein, on a cohabité ensemble pendant longtemps. Et même pour ces livres-là, coloc, hein, biblio-colocation, parfois finissent par devenir des compagnons très fidèles et on ne s'en départit pas sans un petit pincement au cœur. Alors donc, Shakespeare & Co. Ce qui m'amène à Adrienne Monnier. Adrienne Monnier, qui était, comme vous le savez, la Maison des Amis, la fondatrice de la Maison des Amis du Livre, qui était aussi l'amoureuse de Sylvia Beach. Alors, les deux femmes ont eu une assez longue liaison amoureuse. Et Adrienne Monnier a écrit plusieurs livres. En fait, quelques-uns, mais la plupart posthumes. Alors ça aussi, c'est étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant, si vous vérifiez, et pour moi, c'est une source, c'est comme assez incroyable, je dirais même, c'est que Adrienne Monnier a reçu dans sa librairie Valérie Gide, James Joyce, Valérie Larbeau, en fait, tout ce qui existe d'intellectuel européen a franchi le seuil de sa librairie. Et beaucoup d'entre eux sont passés à l'oubli. Tandis que les livres de Monnier sont régulièrement réédités. Et il y a un nombre d'études grandissantes qui lui sont consacrées. Ce qui est assez étonnant. Alors ici, pour la petite histoire aussi bibliophilique, ce livre a appartenu, tenez, je vous le montre, au peintre Marcel Saint-Pierre. Marcel Saint-Pierre, un peintre très important, et qui a fait la plus importante monographie consacrée à cet autre peintre extrêmement important, Serge Lemoine. Alors, Marcel Saint-Pierre avait cette caractéristique, je me suis porté acquéreur d'une partie vraisemblablement assez importante de sa bibliothèque, et c'était un lecteur solide, un lecteur aussi assez, outre le fait qui opposait sur la page de garde une signature très stylisée, comme vous pouvez le constater, eh bien, il soulignait ses livres avec une énergie assez incroyable. Claudel aussi fréquentait la librairie de... D'ailleurs, ce recueil de poèmes, les poésies d'Adrienne Monnier, c'est assez intéressant parce que les titres de poèmes, ce sont les auteurs. Alors, elle a consacré des poètes
aux auteurs qui lui plaisaient, évidemment, et qui fréquentaient sa librairie. Alors, Jules Romain, je nomme quelques noms ici. Jules Romain, Fargue, Léon-Paul Fargue, André Gide, Paul Valéry, Larbeau, Joyce, c'est le poème que je vais vous lire, Durtain, Claudel, Jacques Benoît Méchain, hein, qui a eu une drôle de carrière. Et évidemment, en fait, c'est plutôt celui-là que je vais vous lire, Sylvia Beach. Alors, on va conclure comme ça ce soir. Je te salue, ma sœur née par-delà les mers. Voici que mon étoile a retrouvé la tienne, non pas fondue au feu du soleil primitif, mais vive, exacte et neuve en sa grâce étrangère, prodigue des trésors amassés en son cours. Je chantais solitaire, attentive aux promesses, que notre mère écrit dans le regard des hommes, l'éclat des diamants et l'orient des perles. Je cachais en mon sein comme un oiseau fragile le bel espoir craintif qui se nourrit des miels. Je vouais aux pudeurs, linge blanc et croisé, la naissante pensée qu'on baptise de pleurs. Je me sauve à présent, ô ma sœur, par tes soins, de ces tourments, de ces regrets, de ces faiblesses. La force me revient. Et si j'aime la nuit, si j'interroge encore ces dernières terreurs, c'est pour mûrir la paix d'un jour définitif. Déjà midi nous voit, l'une en face de l'autre, debout devant nos seuils au niveau de la rue. Doux fleuve de soleil qui porte ses bords, nos librairies. Midi lève nos mains, déliées du service, pour l'appel des repas, pour le temps des silences, et fait étinceler, sous le jeu de leurs signes, la flamme encore cachée au cœur de nos pays. J'aime beaucoup cette évocation de la journée de travail terminée et qu'elles se retrouvent, hein, que leur seuil devienne le seuil de leur porte, devienne le lieu de nouveau départ. Le lieu de nouveau départ et le retour à la maison placé sous le signe de l'intimité. Alors c'est ça aussi quand la journée de travail est terminée, quand on a eu une bonne journée aussi, mais même les mauvaises aussi sont... En fait, il n'y a pas de mauvaise... En fait, il faut le dire, il n'y a jamais de mauvaise journée. Il n'y a jamais de mauvaise journée en librairie. Il y a des journées plus harassantes, il y a des journées pleines de rebondissements, il y a des journées où des personnages fantasques, fantaisistes, passionnés, fous, franchissent le seuil de la porte. Les raseurs sont très, 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 très peu nombreux. Alors, très, très, très. Ils sont, en fait, je ne sais même pas si dans une année, j'ai à subir les vexations d'un emmerdeur. Je ne sais même pas si dans une journée, dans une année, il y en a un seul. En 25 ans, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu 10. Alors ça, et puis, peut-être un ou deux, je me souviens, là, qu'il a fallu que. Ouais, il a fallu que je fasse preuve, disons, d'autoritarisme. Et même, dans certains cas, leur indiquer la porte. Mais c'est tellement rarissime. C'est presque un événement, en fait. Il y a peut-être... même pas. Et ici, dans Villeray, ça fait plus de 3 ans que nous y sommes. Non, aucun. Alors, je vous dis une fois par année, en tout cas, pas dans les 3 dernières années. Vous vous rendez compte? Pas de commentaires négatifs, jamais. Pas de commentaires à double sens, pas de raillerie, pas de... Je ne sais pas s'il existe une catégorie de commerçants qui peuvent éprouver autant de plaisir en compagnie de ceux qui fréquentent leur commerce. Je ne sais pas s'il y a d'autres catégories. Alors voilà, déjà midi nous voit l'une en face de l'autre. Alors on comprend qu'elles vont partager un repas.
debout devant nos seuils, au niveau de la rue, hein, de plein pied avec le réel. Doux fleuve du soleil qui porte sur ses bords nos librairies. Je trouve que l'image est magnifique. Midi lève nos mains, déliés du service. Hein, on les imagine retournant la petite affichette sur la porte, leur disant de retour à 14 heures, n'est-ce pas? Et, euh, et cassant la croûte, buvant un verre de vin rouge, échangeant sur James Joyce. James Joyce qui était un sujet de conversation sans fin pour les deux femmes, qui évidemment le considérait comme un immense génie, ce qui est le cas. Pour l'appel des repas, pour le temps des silences, et fait étinceler, sous le jeu de leurs signes, la flamme encore cachée au cœur de nos pays. Alors c'est quoi d'abord la flamme encore cachée? On devine bien que c'est l'amour mutuel qu'elles se portaient. Et on devine bien aussi que leur pays, leur véritable pays, eh ben, c'était la langue. Et, et où loge et qui sont les, les habitants de la langue, où logent les territoires de la langue? Une librairie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus révélateur d'une ville que l'existence de ces librairies qui, euh, qui, euh, qui sont éparpillées aux quatre coins de la ville, dans des quartiers souvent très disparates, parce que d'habitude, les librairies d'occasion se sont toujours installées dans des quartiers excentrés, des quartiers où les loyers ne sont pas, mais ça, est-ce que ça existe encore? Des loyers qui ne sont pas prohibitifs. Ainsi, la librairie L'Échange sur Mont-Royal, qui est là depuis 1976, euh, eh bien, en 1976, l'avenue Mont-Royal était comparable à la Plaza Ontario il y a 10 ans. C'était une rue, c'est un quartier encore ouvrier, les loyers étaient tout à fait abordables, et c'était des magasins, c'était le système D. En partant, tous les libraires d'occasion, ça commence par l'aventure du système D. C'est une règle. Bon, ça peut arriver parfois qu'il y en a un qui vient d'une famille privilégiée, mais ce n'est pas la règle. La plupart du temps, ce sont des gens qui viennent de milieux très, très, très modestes. Et c'est une pratique que l'on peut faire, en tout cas si je fais exception faite de la question du loyer, qui est devenue maintenant complètement déraisonnable. On peut se monter un inventaire assez facilement parce que c'est une autre caractéristique des livres. Les livres sont forts en tête, c'est des forts de tête. Ils savent où aller, les livres. Et ils vont partout. C'est des espèces d'explorateurs infatigables. On ne peut pas les brider dans leur élan. Et qui, vous le savez, vos livres, les livres qui rentrent dans vos domiciles, ils envahissent l'espace. Ils envahissent l'espace et au fond, ce sont eux les véritables maîtres de vos lieux. Alors ça, vous le savez. Et bien, dans la ville aussi, peut-être, ce sont les sentinelles de la ville. Ce sont les phares, ce sont les remparts. Moi, en tout cas, c'est mon sentiment d'être un mainteneur. Moi qui ai un amour fou, un amour déraisonnable, un amour... en fait, si c'est pas un amour tout entier, à quoi bon? Moi, j'ai un amour éperdu pour la langue française et toutes ses productions, et toutes ses déclinaisons, et toutes ses créations, et toutes ses possibilités. Ah, pour moi, la langue, c'est ça l'aventure. Hein. Je pense même que c'est dans cet univers où il y a la langue de l'argent, il y a la langue des robots, eh ben, la langue est peut-être notre dernière aventure à nous, là, les humains, les derniers humains, et peut-être notre ultime aventure. Et pour nourrir le feu de la langue, hein, ah ben, il faut tout ça, là. Il faut les livres autour de nous. C'est notre combustion d'espérance, c'est notre combustion de, de- d'existence. Doux fleuve de soleil qui porte
portent sur ses bords nos librairies. En ça, je trouve, je le répète, c'est la troisième fois, c'est pas grave. 2 verres de vin, je peux me répéter. Donc, euh, nos librairies. Alors, on imagine bien les deux femmes aussi qui n'étaient pas des rivales, forcément. Elles étaient des complices dans l'amour. Et ça aussi, c'est quelque chose que peut-être beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est que normalement, un libraire bien né n'est pas en rivalité avec les autres libraires. En tout cas, d'occasion et d'anciens. Il n'y a pas de... D'abord, aucune librairie n'est pareille. Alors, il faudrait, pour pouvoir être vraiment dans un truc de rivalité mimétique, il faudrait vraiment beaucoup de ressemblances. Chacun a une manière de gérer son inventaire, chacun a une manière d'être en relation avec les gens qui fréquentent sa librairie. Les caractères, ils sont généralement affirmés, peu importe qu'ils soient de nature introvertie ou plutôt extravertie, comme c'est mon cas. Ça ne change rien à l'affaire. Ils ont un amour immodéré des livres et ils sont terriblement tenaces. Parce que les livres aussi apportent ces raisons-là de tenir, n'est-ce pas? Alors, surtout dans des périodes comme la nôtre, qui est floue, qui est angoissante, euh, les librairies deviennent des havres. Moi, je sais qu'à ma librairie, je vais conclure là-dessus, je ne mets pas de musique. Alors, je mets du silence. Alors, et j'aime bien cette atmosphère. En fait, la seule personne qui passe souvent dans ma librairie, c'est moi. Parce que on- souvent, on m'interpelle, on me sait assez loquace, on veut savoir mon avis sur telle chose, on demande mon avis sur tel écrivain, ou bon, peu importe. Et vous vous en doutez bien, même quand on ne sollicite pas mon avis, je l'offre bien volontiers. Alors, mais à part moi, qui probablement qui est le plus bavard de tous les libraires, qui trouve même le moyen d'avoir une chaîne YouTube où soir après soir, il continue de parler. Mais c'est que les livres me parlent, hein. C'est ça l'affaire. L'homme, non pas qui chuchotait à l'oreille des livres, mais l'homme que les livres chuchotaient à l'oreille. Hein. Je chantais solitaire, attentive aux promesses que notre mère écrit dans le regard des hommes. Ouais, hein? Les promesses sont inscrites dans les regards des hommes, mais c'est pas les hommes qui livrent les promesses. L'éclat des diamants et l'orient des perles. N'est-ce pas? Je pense que vous avez assez d'imagination pour deviner ce qu'est l'orient des perles. Je cachais en mon sein comme un oiseau fragile le bel espoir craintif qui se nourrit des miels. Franchement. Hein? Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Je vouais pudeur, linge blanc et croisé, alors on imagine les vêtements de l'une et de l'autre, s'enchevêtrant dans un désordre savant et parfumé, baudelairien. La naissante pensée qu'on baptise de pleurs. La naissante pensée qu'on baptise de pleurs. Alors qu'est-ce qu'on baptise de pleurs? Je me sauve à présent, ben oui, faut pas exagérer. Je me sauve à présent, ô ma sœur, par tes soins, de ces tourments, de ces regrets, de ces faiblesses. La force me revient. Ah ben oui, hein? Elle revient toujours, cette force-là. Tenace, têtue. Même si on la croit désertée, même si on la croit affaiblie, même si on la croit apaisée, cette force-là. C'est ça aussi le miracle des corps qui communient. On ne se lasse jamais de voir cette force renaître. La force me revient, et si j'aime la nuit, si j'interroge encore ces dernières terreurs, c'est pour mûrir la paix d'un jour définitif. Hein? Mûrir la paix d'un jour définitif. Alors on les imagine toutes deux regaillardies à la fois par la nuit, apaisées, rassérénées par
le froissement des draps, des épidermes qui qui se cherchent et qui se trouvent. Comme disait Cocteau, rien n'est plus profond que la peau. Je cite de mémoire, mais c'est sans doute juste, elle est assez courte pour que je sois précis. Déjà midi nous voit, lune en face. Ah ben écoutez, bon, je ne vais pas vous le répéter en boucle, en boucle, en boucle. Mais vous voyez, c'est aussi ça un bon poème. C'est que, évidemment, le sens premier nous est immédiatement donné, mais la polysémie, les sens multiples, eux, ils se dégagent. Là. Ils se dégagent en éventail, ils se dégagent comme un horizon qui se déploie, ils se dégagent comme des images évanescentes, ils se dégagent comme, comme une éclaircie dans le ciel. Ils se dégagent quand on a accepté d'avoir compris le sens premier, n'est-ce pas? Mais le sens premier, au fond, c'est secondaire en poésie. Il y a ce que le poète, la poète a voulu nous dire assez clairement, et c'est toutes les choses qui n'ont pas été dites ou qui nous sont simplement suggérées par l'accointance des images. Alors, les poésies d'Adrienne Monnier, je vous quitte là-dessus. Je vais aller boire un autre verre de rosé à votre santé. Et je pense que malgré tout, il m'en faut plus que ça pour déconner. Alors, merci et bonne soirée à tous. Et à demain. Je ne m'attendais pas à vous parler d'Adrienne Monnier ni de Sylvia Beach, mais au fond, c'est la logique, c'est la suite logique de la vidéo d'hier. Je vais continuer mes explorations. Ben évidemment, vous avez compris que c'est quelque chose qui me fascine. En fait, toutes les librairies me fascinent. Alors, toutes sans exception. Dès que je rentre dans une librairie, quelle qu'elle soit, dès que je franchis le seuil d'une librairie, eh ben, je suis toujours content. C'est vrai, hein? Bachelard le disait, hein? La bibliothèque, c'est le paradis. Alors, la bibliothèque, nos bibliothèques, les librairies, au fond, c'est notre paradis à nous, aux pauvres mortels. Bonne nuit et à demain.